Les thérapies psychologiques, ça fonctionne. Ça fait maintenant depuis très longtemps qu'on fait des thérapies par la parole, depuis les Grecs anciens finalement, et on se rend compte que ça marche, on se rend compte que ça fonctionne, que ça permet de faire du bien aux personnes. Mais maintenant, il y a une autre question qu'on me pose un peu moins souvent et qu'il faut répondre. On va essayer de répondre en partie à cette question dans cette vidéo. C'est qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Et à cette question, il y a un peu deux manières de répondre. La première manière, c'est de dire, en fait, on s'intéresse au trouble et on va diriger la thérapie pour soigner ce trouble. C'est ce qu'on appelle avoir une vision spécifique du trouble. Et puis, il y a une autre manière de faire qui est de dire que ce qui fonctionne dans la thérapie, en fait, c'est la thérapie elle-même, peu importe le trouble. Il suffit simplement de l'exprimer, d'en parler avec quelqu'un dans un contexte particulier. On va essayer de définir ce contexte. Et rien que ça fait déjà beaucoup. Alors comme toujours pour toutes ces questions, la réponse est toujours un peu entre les deux, et l'article qu'on va essayer de résumer dans cette vidéo, c'est un article qui justement essaye de réconcilier ces deux visions de la thérapie, la vision spécifique et la vision contextuelle. Alors en médecine, la réponse, on l'a déjà finalement, le modèle qui est prédominant, qui est quasiment même le modèle unique, c'est le modèle spécifique. En somme, quand on a une maladie physique, la réponse qu'on y donne, c'est quasiment toujours une réponse médicamenteuse, c'est toujours la même. On a une maladie, à cette maladie va correspondre des symptômes, et à ces symptômes, on va essayer de trouver des médicaments spécifiques pour diminuer ces symptômes. Un exemple très simple, c'est la différence entre virus et bactéries. On ne donnera jamais le même médicament si la maladie est virale ou si la maladie est bactérienne. Un autre exemple, c'est le lieu dans le corps. Si on a par exemple une grippe, on ne soignera jamais avec des médicaments contre la gastro-entérite parce que c'est pas du tout le même endroit, c'est pas du tout le même lieu. Si on a une appendicite, on soignera pas le cerveau, on soignera l'appendice, etc., etc. Tout est spécifique. On a défini une liste de critères, des symptômes, qui sont associés à une maladie et des médicaments qui répondent à ces symptômes et à ces maladies. Donc ce type de modèle, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien, la médecine actuelle est extrêmement performante, mais elle a quand même certaines limites. Et on peut déjà essayer de les définir. Une des limites déjà, c'est qu'il y a des différences individuelles. On ne réagit pas tous vraiment de la même manière à chaque médicament. On le sait par exemple, le fait d'être roux change notre manière d'avoir des effets liés à certains médicaments. Notre couleur de peau change aussi, les hommes et les femmes ne réagissent pas non plus forcément de la même manière à différents médicaments, etc. etc. Dans certains cas aussi, on le sait, les médicaments vont agir différemment. C'est le cas par exemple pour certaines maladies mentales, par exemple la schizophrénie, où on a, disons, une sorte de pool de médicaments dans lequel on va piocher en fonction du patient, on va le tester avec lui, on va tester certains dosages et puis on va modifier les dosages, on va modifier les médicaments jusqu'à temps de trouver le combo qui sera le meilleur pour lui. Donc c'est pas vraiment encore une science exacte, si on peut dire ça comme ça, il faut faire des tests. Et une autre limitation, c'est une limitation que connaissent très bien les infirmières qui travaillent à l'hôpital, qui est que en fait elles ont beaucoup de patients qui leur disent que ça va pas du tout, qu'ils ont très mal, que c'est très compliqué, qu'il faut absolument qu'ils aillent voir le médecin, que le médecin vienne parce que ça va pas du tout, qu'ils les sollicitent beaucoup. Et quand le médecin arrive, il débarque dans la chambre et il leur dit « Comment allez-vous, monsieur ou madame ?»« Ah ça va. » Et quand t'as l'infirmière qui voit ça, elle comprend pas, elle se dit mais ça fait depuis cette matinée que ça va pas, qu'elle se plaint ou qu'il se plaint, qu'il faut absolument voir le médecin, que ça va pas du tout, le médecin arrive et là ça va. Alors le premier réflexe c'est de dire c'est des personnes qui mentent, ça va pas, et ça fait tellement longtemps et ils se plaignent tellement que ça va pas. Et puis après la deuxième manière de penser c'est qu'en fait ça va, que ces personnes vont bien, mais qu'il s'est passé quelque chose qui fait que cette personne va bien, et c'est qu'en fait elle a vu le médecin. C'est le fait de voir le médecin fait que ça va mieux. En fait, ça les rassure de voir le médecin et ça fait que ça va mieux. Et en fait, ça c'est toute une partie contextuelle de la prise en charge qui est extrêmement importante pour cette prise en charge justement. Et ça, il y a une personne qui l'a bien comprise en psychologie, c'est Freud. Freud, très rapidement, disait que le contexte d'une prise en charge vaut autant, voire plus, que la prise en charge elle-même. Ce qui l'arrangeait bien, parce que ça lui permettait de dire que pour qu'une thérapie soit efficace, il faut que le client, qu'il appelait ses poissons d'or, paye très cher.
ce qui lui permettait aussi d'éviter de faire la charité et de prendre des patients qui ne pouvaient pas payer ou ne pouvaient pas payer assez. Donc c'était une personne qui aimait pas mal l'argent, quoi. Mais il y a quand même une part de vrai là-dedans qui est que créer des conditions qui engagent le patient et créer des conditions qui rassurent le patient, ça compte déjà pour beaucoup dans la thérapie. Et donc, il y a toute une partie théorique sur qu'est-ce qui fait qu'une thérapie fonctionne, qui dit, en fait, ce qui fonctionne dans la thérapie, c'est en très grande partie le fait qu'on crée un contexte qui fonctionne. Pas forcément qu'on va traiter des symptômes et donc on va adapter notre thérapie par rapport à ces symptômes, comme on ferait pour adapter un médicament pour des symptômes, mais rien que le fait de faire une thérapie, ça fonctionne. Alors avant d'aller plus loin dans ces explications et dans ces interrelations entre tout ce qui va être spécifique à une maladie et tout ce qui va être contextuel à la thérapie, j'ai au moins 2 choses à dire. La première chose, c'est que il y a un type de maladie très particulier qui est une maladie qui parle de la psychologie. C'est des maladies dont on dit souvent que c'est psychologique et qu'en plus c'est soigné par des psychologues en partie, mais qui en fait sont vraiment spécifiques. C'est les maladies neurodégénératives par exemple. Ces maladies-là, c'est des maladies où des psychologues peuvent intervenir pour faire de la remédiation cognitive, pour faire tout un tas de choses comme ça, et aussi pour faire de l'accompagnement. Mais ce sont des maladies dont la prise en charge est très spécifique. Il y a d'autres maladies qui sont aussi une prise en charge de manière très spécifique. Tout ce qui est neurodéveloppemental aussi, par exemple l'autisme. L'autisme, c'est très spécifique en fait. Il y a un type de thérapie très particulier, il y en a plusieurs types de thérapies très particulières. J'ai fait une petite vidéo dessus si ça vous intéresse. Ces types de maladies-là, le contexte de la thérapie joue pour très peu dans l'amélioration de la vie des personnes. Et ça m'amène du coup à la deuxième chose que je voulais vous dire, qui est par rapport à l'article en question. En fait, l'article en question s'intéresse uniquement à l'anxiété et à la dépression. Donc tout ce que je vais vous dire par la suite, tous les exemples que je vais vous donner sont des exemples issus d'anxiété et de dépression, et en fait on ne va pas trop déborder ce cadre-là. Parce qu'en fait il y a plein d'autres désordres mentaux, troubles mentaux, peu importe comment on les appelle, type les TOC, les phobies, les choses comme ça, les traumatismes, qui sont un peu différents et un peu entre deux, et ça mériterait en fait, chaque trouble mériterait en fait sa propre vidéo en disant oui mais alors là la part contextuelle est importante parce que, et puis là la part spécifique compte pour, etc., etc. Par exemple, si on imagine bien que le trauma, le contexte du trauma joue énormément dans la prise en charge du trauma, et puis le contexte autour de la prise en charge joue énormément. Le trauma, c'est vraiment la chose où le contexte est le plus important, beaucoup plus important que dans la dépression ou l'anxiété par exemple. Donc on met tout ça un peu de côté. On va revenir à tout ce qui est spécifique. Donc je disais qu'en médecine générale, on avait un symptôme, un médicament, un symptôme, une maladie, tout ça c'était spécifique. En psychologie, c'est pareil. Quand on regarde les modèles qui sont utilisés dans le monde comportemental, dans le monde des TCC, dans le monde du cognitivisme, même dans le monde de l'existentialisme, on a sans arrêt des modèles qui nous permettent de voir des spécificités. Que ce soit en TC ou en TCC, donc tout ce qui est cognitivo-comportemental, on a des associations qui sont erronées. Donc on a une association entre deux choses qui est erronée, c'est spécifique. Le trouble provient de cette spécificité. Dans tout ce qui est cognitif, c'est la cognition qui est erronée. Donc c'est une association qui n'est pas physique, qui n'est pas comportementale, mais qui est cognitive, qui est dans le schéma de pensée, qui est erroné. Ce schéma de pensée qui est erroné va créer différents symptômes, qui va créer la maladie mentale, plus exactement le trouble mental qui y est associé. En thérapie existentielle, on va plutôt parler de manque de sens. Il y a quelque chose qui nous fait perdre du sens dans la vie. Cette chose-là, on doit la raccrocher, on doit y remettre du sens, et c'est ça qui nous fera aller mieux. Donc peu importe en fait les modèles qu'on va utiliser, on se rend compte qu'il y a toujours une petite partie qui est expliquée de manière spécifique. La maladie, elle est liée à quelque chose de spécifique qu'il va falloir raccrocher, que ce soit un manque de sens, que ce soit des associations qui ne sont pas bonnes. Bon, malheureusement, vous l'avez compris, ça ne fait pas tout. Si on disait au patient, j'ai trouvé l'association qui est erronée dans ton schéma mental ou dans tes comportements, maintenant tu n'as plus qu'à modifier ça, bah ça marcherait pas en fait, la thérapie ne fonctionnerait pas, la personne elle serait là, elle se dirait oui bah d'accord, moi aussi j'avais compris que j'avais une association qui était erronée, mais j'arrive pas à raccrocher les wagons, à faire en sorte que ça marche bien. Parce qu'en fait, il y a un peu plus que ça. Et dès 1936, il y a un psychologue qui s'appelle Rosenzweig, je crois que ça se dit comme ça, qui disait « Il existe des facteurs communs implicites dans toutes les méthodes de psychothérapie. »
il existe des facteurs communs implicites. Il y a des choses communes à toutes les thérapies qui font que malgré toutes les spécificités que tu vas donner, il y aura toujours des trucs qui sont semblables. Et en fait, ils ont appelé ça, les chercheurs par la suite, ce qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, c'est ce qui fait que ça marche alors qu'on n'a pas vraiment fait en sorte que ça marche. Typiquement, en médecine générale, tu donnes du sucre et ça fonctionne. Mais en fait, c'est pas le sucre qui fonctionne. C'est l'effet général qu'a produit la thérapie. Cette fois, la thérapie médicamenteuse. Il y a un truc comme ça aussi en psychologie, l'effet que va produire la thérapie sans qu'on ait fait quelque chose de particulier. Ce qui est important déjà avec cet effet placebo, c'est de le définir correctement, parce que ça suffit pas de dire que l'effet placebo, c'est juste un substitut à un médicament, il faut aller un peu plus loin. L'effet placebo, les chercheurs ils la définissent comme une réponse cognitive associée à une émotion d'espoir et à une relation thérapeutique. Donc pour qu'il y ait un effet placebo, il faut amener le patient à avoir un espoir que ça s'améliore, et en plus avoir une relation sociale forte avec lui, avoir une interaction sociale forte avec lui, ce qu'on appelle aussi une alliance thérapeutique. Si on a une alliance thérapeutique avec le patient, il accroche bien, et si en plus on arrive à lui donner de l'espoir, alors il y a une grosse partie de la thérapie qui est déjà jouée, qui a déjà fonctionné. Et peu importe ce qu'on lui dit, peu importe ce qu'on lui fait, peu importe la théorie qu'on va mettre derrière, peu importe si on est finalement un bon psychologue ou pas, déjà il y aura ça qui aura marché. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a des psychologues qui connaissent la théorie à fond, qui connaissent le DSM par cœur, qui sont vraiment les meilleurs théoriquement, mais qui n'arrivent pas à soigner des patients, à guérir des patients, alors que de l'autre côté, il y a des psychologues qui connaissent pas grand chose ou qui vraiment s'en foutent un peu de la théorie à laquelle ils sont rattachés, mais qui ont un bon feeling avec les patients et ça marche mieux pour eux. Mais en fait, c'est expliqué comme ça, l'effet placebo est tellement important dans une relation thérapeutique, surtout par la parole, qu'en fait, il vaut mieux être bon dans la relation humaine et un peu moins bon au niveau théorique pour que ça fonctionne. Alors je vais faire un petit aparté recherche, parce que je suis chercheur, donc c'est ce qui m'intéresse le plus moi personnellement, mais ça va être assez court, qui explique en fait pourquoi, en fait on aurait tout simplement pu se dire, il y a des théories spécifiques, il y a des théories contextuelles, c'est bien de les connaître, mais en même temps pourquoi les reformuler, pourquoi essayer de les fusionner alors que les deux fonctionnent bien l'une avec l'autre. Ok, on a compris, on peut adapter un peu notre thérapie et en même temps il y a une base commune à garder, voilà. En fait, il y a 3 raisons pour lesquelles il faut reformuler ce modèle. La première raison, et ça faut vraiment le garder à l'esprit parce que quand on fait pas de la recherche on se rend pas forcément compte, mais c'est extrêmement important, on ne peut pas démontrer les effets spécifiques des thérapies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas démontrer si un outil est plus efficace qu'un autre. Et c'est pas qu'on veut pas, qu'on fait pas preuve de bonne volonté ou quoi, c'est juste que la méthode scientifique ne permet pas de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait les patients sont tellement différents que quand on dit une personne est dépressive, ou fait une dépression, parce que dépressive ou déprimée des fois, elle a le contexte de la dépression, tu regardes le DSM, elle est déprimée, elle est dépressive. Tu prends une deuxième personne, elle est dépressive, elle est dans le contexte du DSM. Ces 2 personnes ont des histoires complètement différentes, ont des raisons d'être dépressives de manière complètement différente, et la méthode que tu vas utiliser pour la guérir, pour la soigner, si elle est semblable, tu pourras pas dire que ça a fonctionné, parce qu'elles sont différentes, ça n'a pas fonctionné sur la même chose. Quand tu as un virus, le virus il est le même pour tout le monde. Quand tu as une dépression, il est unique pour chaque personne. Et le fait que ce soit unique fait qu'on ne peut pas comparer des choses qui sont différentes. Et donc on ne peut pas démontrer que par exemple, la méthode socrative, donc avec le pourquoi, est plus efficace que par exemple une méthode psychodynamique où on va juste laisser la personne parler. En fait, on ne peut pas les comparer parce qu'on va comparer des patients qui sont trop différents. On peut comparer l'efficacité d'une thérapie, c'est-à-dire on peut comparer par exemple un thérapeute avec un autre en disant ce thérapeute-là il a soigné en moyenne tant de patients, ce thérapeute-là il a soigné en moyenne tant de patients, ça on peut le faire. On peut dire ce thérapeute-là, il est dans ce cadre théorique-là, ce thérapeute-là, il est dans ce cadre théorique-là. Celui-là a soigné autant, celui-là a soigné autant. On peut comparer les cadres théoriques en se disant, du coup, c'est le cadre théorique qui influence. Mais on ne pourra jamais comparer de manière claire et nette des outils thérapeutiques qui vont être utilisés l'un et l'autre parce qu'en fait, les maladies sont différentes. Et en fait, c'est la méthode scientifique qui empêche de faire ça. C'est dans la théorie qu'on utilise dans la recherche scientifique, ça nous empêche en fait de dire
qu'une chose est meilleure qu'une autre. On peut dire c'est efficace, en disant ça a soigné des patients, c'est efficace, mais on ne pourra pas dire c'est plus efficace qu'un autre si on n'a pas testé exactement sur le même patient. Et comme le même patient, il va utiliser une technique et après il va être guéri, il n'y a pas besoin de réutiliser une autre technique. C'est ce qu'on appelle les designs inter- et intra-sujets. Donc ça, c'est déjà un premier point qui nous amène à dire que en fait, il faut prendre la thérapie dans sa globalité. La spécificité, elle est trop limitée. La thérapie dans son ensemble, ça veut dire tout ce qui est spécifique et tout ce qui est contextuel. Le deuxième point qui fait qu'il faut essayer de reformuler le modèle pour mettre tout ce qui est contextuel et tout ce qui est spécifique ensemble, c'est que tout est interrelié, intercorrélé, tout est en lien. Un patient qui arrive et qui dit qu'il est déprimé ou dépressif, on va lui poser des questions et on va se rendre compte qu'en fait il a peur de pas mal de choses. Il a peur de sortir, il a peur de rencontrer des gens, peut-être même qu'il a certaines phobies, peut-être même qu'il a de l'hypertension, peut-être qu'il a des troubles du sommeil, peut-être, etc., etc. Si on essaie de soigner spécifiquement sa dépression, on dit l'anxiété ça ne nous intéresse pas, les troubles du sommeil ça ne nous intéresse pas, je soigne la dépression. En fait, tu ne soignes pas la dépression, tu vas soigner tout le reste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu soignes tout le temps. Quand tu donnes un médicament à un patient pour la gorge, tu lui soignes pas son mal de tête, tu lui soignes juste son mal de gorge. Quand tu essaies de trouver des manières pour que la personne sorte de chez elle, tu vas lui soigner son anxiété sociale, mais tu vas aussi lui soigner sa dépression. Et comme elle sort de chez elle, qu'elle a de nouvelles activités, qu'elle va mieux, qu'elle se sent mieux, elle va mieux dormir. Donc tu soignes tout en même temps. Ce qui nous amène forcément à dire, tout ce qui est spécifique c'est bien, mais tout ce qui est spécifique est lié entre eux. Chaque spécificité est en fait liée entre elles avec tout le reste, et donc c'est déjà quelque chose de contextuel, c'est déjà quelque chose où tout est entraîné par tout le reste, et donc il y a une sorte de cercle vicieux qui s'est entraîné pour le patient quand il va pas bien, et qui doit se transformer en cercle vertueux pour qu'il aille mieux. Et le troisième point, c'est que pour qu'il y ait un modèle complet, c'est-à-dire que vraiment on comprenne de manière complète une maladie, il faut 4 choses. Il faut connaître sa nature, il faut connaître les causes qui l'entretiennent, ces choses, il faut connaître comment la corriger, et il faut connaître comment prévenir les occurrences futures. Donc tout ce qui est maladie physique, bactéries, virus et tout ça, on connaît toujours ces 4 choses. Par exemple, si on prend le coronavirus, la nature du coronavirus, c'est que c'est un virus, c'est le principe, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Deuxièmement, ses causes. Ces causes, ce qui fait que ça l'entretient, c'est qu'il y a des gouttelettes, qu'il y a du vent, qu'on se touche avec les mains, etc. etc. Ça, c'est les causes qui l'entretiennent. 3. Comment la corriger ? En mettant des masques, en respectant une distanciation sociale, en allant au télétravail le plus possible, en évitant de se regrouper, etc. etc. Et 4. Comment prévenir les occurrences futures, a priori avec un vaccin ou un médicament. C'est ça qui permettra d'arrêter complètement que le coronavirus existe. Dans le cas des troubles psychologiques, il y a toujours des choses qui manquent. Par exemple, dans les TCC, on ne trouvera jamais de cause. En fait, les TCC sont complètement aveugles aux raisons des mauvaises associations. On sait qu'il y a des mauvaises associations, mais on ne sait pas comment elles sont arrivées. Et ça, déjà, ça montre que le modèle qui est utilisé en TCC n'est pas complet. Et une autre chose qui est un peu... c'est dans toutes les thérapies, c'est qu'aujourd'hui, mais c'est aussi parce que les thérapies sont jeunes et donc il faut un peu le temps d'améliorer les modèles, aujourd'hui, on ne sait pas comment prévenir les nouvelles occurrences. Bon, évidemment, quand tu as un vaccin, c'est facile de dire on vaccine tout le monde, il n'y a plus la maladie, elle disparaît. Comment faire pour être sûr qu'une dépression ne réapparaisse pas au cours de la vie ? Ça, on ne sait pas. Globalement, dans les modèles actuels qui sont spécifiques, on ne sait pas quand les choses sont venues, on ne sait pas comment faire pour que ça n'arrive pas à nouveau. Par contre, dans le laps de temps de la thérapie, on sait à peu près les causes qui l'entretiennent, et on sait un peu comment désamorcer les choses et faire qu'il y ait un cercle vertueux qui se mette mieux. Donc en gros, le 1, les causes, on ne les connaît pas. Le 4, les occurrences futures, on ne sait pas trop comment on peut agir pour éviter que ça arrive. Par contre, le 2, ce qui l'entretient, et le 3, comment faire pour prévenir, ça on connaît assez bien, c'est d'ailleurs le principe de pourquoi ça marche. Donc ça, c'est les 3 causes qui font que en fait, c'est important pour la recherche d'essayer de lier les modèles situationnels, contextuels, et les modèles spécifiques. C'est vraiment pour ça qu'on a besoin de recréer de meilleurs modèles, de recréer de meilleurs moyens de comprendre pourquoi une thérapie fonctionne.
Alors ce modèle contextuel reformulé, ce modèle global, à quoi il peut ressembler? En fait, il y a une chose qui est spécifique à tous les troubles mentaux. En tout cas, ça c'est ce que dit le chercheur de cette étude. Peut-être que d'autres chercheurs ne seront pas d'accord. Moi, je vous donne juste une vision. En fait, c'est une étude qui a été faite par un seul chercheur, donc il n'y a qu'une seule vision. Et j'ai pas forcément le recul pour vous dire c'est sûr, c'est comme ça que ça marche, et il n'y a pas d'autre manière de penser. Là, je vous donne une idée. Ce principe commun de toutes les thérapies, il a été formulé, enfin en fait les bases, les prémices ont été formulées en 1974 par deux psychologues, Amos Tversky et Daniel Kahneman, qui ont dit il y a deux vitesses de la pensée, il y a deux manières de penser différentes, une vitesse 1 et une vitesse 2, un système 1 et un système 2, ça a donné un livre d'ailleurs par Daniel Kahneman, système 1 et système 2. Le système 1, il est automatique, il arrive comme ça, on réfléchit pas, par exemple si je vous dis 2 plus 2, bah en fait c'est pas possible pour vous de ne pas penser 4, vous êtes obligé de penser 4. Si je vous dis ne pensez pas à un cheval blanc, bah vous allez penser à un cheval blanc, alors que je vous ai dit ne pensez pas. Ça, c'est des tests qu'on a fait et on voit que ça marche tout le temps. À chaque fois qu'on propose aux gens quelque chose comme ça de inné où ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils y pensent tout de suite. Ils n'ont pas besoin de réfléchir plus, ils y pensent tout de suite. Donc il est automatique, il est très rapide, il est quasiment instantané. Si je vous dis 2 plus 2, vous avez instantanément la réponse 4. Et il est en majeure partie non conscient, et c'est ça qui est très important. Au contraire, il y a un système 2, et ce système 2, lui, il est lent. Il est très coûteux mentalement, il fait mal à la tête, il est réfléchi, il est plus complexe, et lui il est conscient. Si je vous dis 3 fois 77, là il va falloir vous dire, bon alors je pose, je réfléchis, et ça on fait partie du système 2. Donc on a toujours cette alternance entre un système 1 ultra rapide, qui nous permet de pas trop réfléchir et qui est pas coûteux, et un système 2 qui est plus lent, qui est beaucoup plus coûteux, et où le premier n'est pas conscient, le deuxième est conscient, et des fois ça s'affronte, et puis des fois ça va bien ensemble, et ça marche très bien. Et c'est là qu'arrive le point clé de cette vidéo, et c'est pour ça qu'il faut rester jusque-là, c'est que toutes les problématiques liées à l'anxiété et à la dépression sont liées à des problèmes entre le système 1 et le système 2. En somme, si vous êtes anxieux, par exemple vous avez peur des araignées, si on vous explique comment fonctionne une araignée, pourquoi ce n'est pas dangereux, pourquoi c'est bien, qu'on vous dit si vous avez des araignées dans votre maison, ça veut dire que votre maison est propre. Ça ne vous empêchera pas de ne pas avoir peur des araignées. Votre système 2 vous dit ouais, c'est très bien les araignées, c'est propre, c'est nickel, c'est bien, ça c'est utile, ça vous empêche d'avoir des moustiques, etc. Mais votre système 1, l'automatique, le non-conscient, celui qui va vite, lui il vous dit attention, danger. Et c'est cette relation entre les deux qui, quand elle ne fonctionne pas, provoque de l'anxiété et de la dépression. De manière générale, dans tous les troubles anxieux, le patient sait qu'il n'est pas en danger, mais il se sent quand même en danger. Et ça, c'est si on doit trouver un petit avantage aux thérapies psychodynamiques sur les thérapies TCC, c'est à peu près le seul, c'est que eux ont déjà compris depuis le début l'important de l'implicite, parce que l'idée d'inconscient qui travaille sans qu'on s'en rende compte, les thérapies psychodynamiques, ils ont fait leur beurre dessus, c'est leur gagne-pain, quoi. Donc ça, ils ont bien compris. A l'inverse, tout ce qui est TCC, ou tout ce qui est par exemple psychoéducation, dit en rendant les choses explicites, on soigne la maladie. En réalité, c'est pas vrai. Ça aide, mais c'est pas suffisant. La psychoéducation, ça peut fonctionner dans certains cas, mais dans tout ce qui est anxiété et dépression, c'est juste la première étape. Ça marche pas tout seul. Ça nous amène à un corollaire, donc une suite dans les idées, qui est que la dépression et l'anxiété ne sont pas causées par les croyances explicites, mais uniquement par les croyances implicites. L'anxiété et la dépression n'est causée que par ce dont on ne se rend pas compte. L'anxiété et la dépression sont causées par ce que l'on sent et pas par ce que l'on pense. Et ça, c'est une chose qui est vraiment très importante. On se sent anxieux, on se sent déprimé. On se dit jamais « je suis dépressif », on dit « je me sens déprimé ». Après, une fois qu'on a acquis cette dépression, on peut dire « je suis dépressif ». Ou alors, c'est parce qu'aussi on nous l'a diagnostiqué. Quand un psychiatre dit vous êtes dépressif, tu dis bon bah ok, je suis dépressif. Mais c'est pas quelque chose qu'on se dit directement. D'abord, on se sent dépressif, on se sent anxieux, et ensuite on se dit qu'on l'est. Et si on lit tout ça au comportemental, rappelez-vous un peu les cours que vous avez eus en L1 ou en L2 sur tout ce qui était comportemental, Pavlov, etc.
Il y a deux types de croyances implicites qui sont importantes. Il y a des croyances de type danger-sécurité, je suis en danger ou je suis en sécurité, et des croyances de type récompense-punition, j'ai des récompenses ou j'ai des punitions. C'est ces deux types de croyances implicites, danger-sécurité et punition-récompense, qui vont forger le bien-être mental. Rien que ça, hein, c'est pas juste l'anxiété et la dépression, c'est vraiment le bien-être mental. Je m'explique. Alors imaginons cette situation tout simplement où voilà, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants, votre mari, peu importe. Vous avez de l'argent, vous avez une situation qui, d'après l'ensemble de l'humanité, est une très bonne situation, vous faites beaucoup d'envieux. Et ben vous pouvez être soit heureux, soit pas heureux. Vous pouvez être heureux si vous vous sentez en sécurité, voilà, vous avez été récompensé pour votre travail, et vous vous sentez en sécurité d'avoir bâti une famille, etc., etc. Mais vous pouvez aussi vous dire, mais en fait, si ma femme me quitte, ça va mal se passer. Si je perds mon argent, qu'est-ce que je fais ? Ce que j'ai réussi à avoir, je peux le perdre, etc., etc. Et là, vous vous sentez en danger. Donc, soit vous vous sentez en sécurité et ça va, soit vous vous sentez en danger et ça va pas. Peu importe le contexte. Vous pouvez avoir exactement le même contexte. Si vous dites « je risque de perdre ce que j'ai » ou « je suis content d'avoir réussi à avoir ce que j'ai eu », vous allez vivre les choses de manière complètement différente en termes de votre bien-être mental. Et donc, ce qui guide votre vie, ce n'est pas votre vie explicite, c'est pas votre réussite explicite dans la vie, c'est votre interprétation cognitive et non consciente qui va guider votre bien-être mental. Ce qui va guider votre bien-être mental, c'est le fait que vous vous sentiez en sécurité et que vous vous sentiez récompensé pour ce que vous avez fait. Même si on vous donne des petites récompenses, si on vous donne une petite prime ou un salaire légèrement plus élevé, parfois vous allez beaucoup mieux le vivre que si on vous donne une grosse prime ou un salaire beaucoup plus élevé en vous disant vous allez devoir travailler plus et attention, vous risquez de perdre votre travail si vous ne travaillez pas plus. C'est ça aussi la sécurité et les récompenses. La récompense, elle est variable en fonction de la manière dont on l'interprète. Donc si ces croyances du système 1 implicitent ce sentiment de se sentir en sécurité ou pas, et de sentir qu'on est récompensé ou pas, sont liées au système 1, sont non conscientes, etc. Comment on fait pour les modifier ? Comment on fait pour se sentir plus en confiance, plus en sécurité ? Et comment on fait pour ressentir plus des récompenses ? Il faut modifier deux choses. Il faut modifier les émotions et il faut modifier les cognitions. Ça, c'est déjà ce qu'a compris les TCC, ou plutôt aujourd'hui la nouvelle vague, les TCC-E. C'est qu'il faut modifier ce qui est en amont et ce qui est en aval du système 1. Ce qui est en amont, c'est directement le comportemental et émotionnel. Et ce qui est en aval, c'est tout ce qui est rationnel, logique, conscient. La psychoéducation fait une première partie. La psychoéducation, elle modifie les jugements rationnels. La psychoéducation, elle modifie les croyances explicites, conscientes qu'on va avoir. De l'autre côté, il y a plein d'exercices, de sophrologie, de respiration, ou alors des activités en tant que telles qui vont modifier les émotions qu'on va ressentir. Et en modifiant ces deux côtés, on va modifier à la fin, petit à petit, les croyances du système 1. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on voit très bien quand on fait de la thérapie que on ne modifie pas au cours de la séance. Et c'est pour ça aussi que assez souvent les psychologues espacent les séances d'une semaine, deux semaines par exemple, parce qu'on sait très bien, on ressent que le client ou le patient a besoin de temps pour mettre en place les schémas qui va lui permettre de réussir à guérir de son problème. Et en fait, il a besoin de ça parce qu'il a besoin d'abord de modifier ses émotions et ses comportements, d'intégrer toutes les nouvelles connaissances qu'il a pour pouvoir modifier ses croyances implicites, pour pouvoir modifier son « je me sens mieux ». Au contraire, ce modèle, il nous permet aussi de répondre à une autre question qui est « pourquoi ça arrive ?» Pourquoi ce système 1 se met à pas fonctionner ou fonctionner différemment du système 2 ? Et ça, en fait, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est qu'on a des obligations sociales. On est des êtres humains qui sont sociaux, c'est le principe des êtres humains. C'est pour ça qu'on a des sociétés où il y a beaucoup d'individus qui arrivent à vivre ensemble sans se taper dessus, contrairement à pas mal d'autres espèces. C'est qu'on est fait pour vivre ensemble. Et d'ailleurs, le coronavirus et le confinement nous a permis de voir que c'était très difficile de vivre séparés des autres. Et en fait, ces obligations sociales, ça nous amène à ne pas nous écouter. Ça nous amène en fait à ne pas ressentir nos émotions. Ça nous amène à modifier nos comportements qui étaient bénéfiques pour nous, parce qu'on veut aider les autres ou parce qu'on se sent obligé.
Ça se voit aussi pas mal beaucoup au travail, hein, quand on nous dit fais ceci, mais en fait j'ai pas trop le choix, bah oui, c'est une obligation. Et en fait tout ça fait qu'on ne s'écoute plus, et donc notre système 2 va apprendre que les choses sont normales, alors que notre système 1 nous crie c'est pas normal. Et au bout d'un moment, ça va exploser, et on va avoir un problème qui va se passer, que ce soit de l'anxiété ou de la dépression. Le deuxième problème, la deuxième raison, c'est une raison qui n'est pas sociale, mais qui est une raison d'engagement. C'est un peu la même chose, c'est le social, c'est on va s'engager auprès des autres, mais l'engagement, c'est on va s'engager auprès d'une tâche. On dit qu'on veut faire quelque chose, on se rend compte que c'est trop difficile ou que ça nous plaît pas, ou notre corps nous dit c'est pas bien, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais en fait, notre système 2 nous dit si, c'est ça qu'il faut faire, parce que rationnellement ça s'explique, parce qu'on en a besoin, etc. Typiquement, une chose qui s'est passée récemment, c'est à cause du confinement, il fallait travailler plus chez soi pour que notre boîte survive. Donc on a travaillé plus, on a fait plus d'heures, on s'est épuisé, notre cerveau et notre corps nous disaient il faut t'arrêter, il faut stopper. Et forcément ça laisse des séquelles sur notre bien-être plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Et le troisième point, qui est un point qui est très souvent le cas, c'est que la personne voit plus de positif que de négatif. Ça c'est tout le temps le cas dans l'anxiété, enfin tout le temps le cas non forcément, il y a un peu des trois cas dont je parle, mais quand on a peur d'aller d'aller dans la rue par exemple, eh ben on trouve ça plus positif de rester chez soi que d'aller dans la rue. Donc on reste chez soi. Donc on a encore plus peur d'aller dans la rue. Donc on va pas dans la rue, donc on se sent bien de pas sortir, mais du coup c'est plus dur d'aller dans la rue, etc., etc., etc. Et en fait tout ça fait que donc c'est les obligations qu'on va avoir par rapport aux autres, nos obligations qu'on s'est nous-mêmes mis dans notre propre tête tout seul, chacun chez soi, nos escales d'engagement, et le fait de trouver plus de positif que de négatif dans les mauvais comportements fait qu'en fait on va continuer nos mauvais comportements qui vont générer de l'anxiété ou de la dépression. Encore une fois, pour les autres maladies, les autres troubles, ça peut être un peu différent, ça peut varier, donc je rentre pas là-dedans. Là, je parle vraiment de l'anxiété et de la dépression. Et le fait que ces trois critères amènent une différence entre le système 1 et le système 2 qui, à terme, peut nous amener vers une anxiété et une dépression, ça signifie aussi qu'il y a des personnes qui sont plus à risque de développer ces anxiétés, ces dépressions. Il y a des types de personnalités qui vont être plus à risque à l'anxiété et à la dépression. Quoi comme type de personnalité ? D'abord, le type de personnalité altruiste. Pourquoi ? Parce que j'ai dit que les obligations sociales, comme aider les autres, étaient liées à l'anxiété et à la dépression, étaient liées en fait à cette différence entre système 1 et système 2. Quand on aide les autres, on fait passer leurs besoins avant les nôtres. Assez souvent. Et donc quand on aide les autres, en fait, on va pas écouter son corps, on va pas écouter ses émotions, parce qu'on va plutôt être à l'écoute de l'autre. Pendant un certain temps, c'est bien, en plus on va ressentir des récompenses, mais à un moment donné, au bout d'un certain temps, on va être épuisé mentalement. On dit d'ailleurs qu'on est épuisé. Et cet altruisme qu'on va donner aux autres, ça va nous fatiguer, ça va amener notre corps à plus supporter, ça va nous créer de l'anxiété et de la dépression. Tout ce qui est burn-out, on parle souvent de burn-out, le burn-out n'est pas l'épuisement émotionnel, n'est pas l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, c'est autre chose. Le burn-out, c'est l'épuisement émotionnel. Et le burn-out ne concerne que des professions sociales. Assistant social, maître d'école, médecin, etc. C'est ces professions-là qui font des burn-out. Ou alors les personnes, par exemple, à l'accueil dans une banque ou les choses comme ça. Enfin, les professions lourdes où on va devoir mettre de l'émotion dans l'autre. Ça va nous épuiser. C'est pareil pour l'anxiété et la dépression, ça va nous épuiser d'aider les autres et ça va nous amener à ne pas écouter notre système 1 et au profit de notre système 2. Et à un moment donné, ça va casser, ça va nous créer de l'anxiété et de la dépression. Et un autre type de personnalité qui va être très prompt à l'anxiété et à la dépression, ce sont les perfectionnistes. Pourquoi ? Parce que je disais qu'il y avait les obligations sociales, mais il y avait aussi les obligations qu'on se crée soi-même. Et les perfectionnistes, eux, ils adorent se créer les obligations soi-même en disant « voilà mon standard ». Il faut absolument que j'atteigne ce standard, peu importe les moyens que je vais y mettre. Et donc, ils vont se tuer à la tâche pour arriver à l'objectif qu'ils souhaitent. Et quand ils arrivent à l'objectif qu'ils souhaitent, ils disent « ouais, ok, voilà, c'est fait ». Donc en fait, il n'y a pas de récompense derrière. Ils ne sont pas contents d'avoir réussi. Enfin, ils sont contents d'avoir réussi, mais il n'y a pas de joie d'avoir réussi. Ils disent juste « voilà, c'était mon job, quoi, donc j'ai réussi ». Ça, c'est un peu le problème du perfectionniste, c'est qu'en fait, il sera jamais satisfait parce que son standard est tellement élevé qu'il n'arrivera jamais à l'atteindre. Même s'il atteint les standards des autres, il n'arrivera jamais à atteindre les siens. Et ce perfectionniste fait qu'on se tue un peu à la tâche. On ne s'écoute jamais son corps, on n'écoute jamais ses émotions parce qu'on veut réussir cognitivement, consciemment à avoir quelque chose. Et donc, on n'est jamais vraiment satisfait.
Et alors je vous parle même pas des gens qui sont perfectionnistes et altruistes, eux c'est le combo perdant du coup. Et on le voit ça, on a des études aujourd'hui qui montrent que le perfectionnisme et l'altruisme sont associés à des états mentaux plus pauvres, des gens qui ont un mal-être plus important. Donc d'un côté, on va avoir des prédispositions à l'anxiété et à la dépression, mais de l'autre côté, on va aussi avoir des prédispositions aux rémissions spontanées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont plus facilement avoir de l'anxiété et de la dépression, et puis il y a des personnes qui, l'ayant eu, pour différentes raisons, vont pouvoir guérir toutes seules. Et en fait, il y a plein de manières de guérir tout seul. Et ça, c'est quelque chose d'important dans ce nouveau modèle contextuel. C'est qu'en fait, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'une thérapie en psychologie pour guérir de l'anxiété et de la dépression. En fait, il y a plein de manières de soigner la dépression et l'anxiété et elles ne sont pas juste liées à la psychologie. En psychologie, on peut citer par exemple la restructuration cognitive, la méditation, la relaxation, les interventions d'acceptation et d'engagement. Voilà, plein de choses comme ça, les thérapies existentielles, enfin il y a plein de possibilités de guérir ou de soigner ou de permettre un mieux-être des personnes qui sont dépressives et anxieuses. Mais en fait, il y a plein d'autres manières. Par exemple, de manière contextuelle, voyager, faire du tourisme, c'est vachement efficace contre l'anxiété et la dépression. Le yoga, avoir des expériences positives, avoir des expériences un peu folles, ça, c'est vachement efficace aussi. Un autre truc qui est efficace et qui fait qu'en fait, il y avait pas mal de dépressifs et d'anxieux en moins il y a quelques années, enfin, il y a quelques centaines d'années, c'est la religiosité et la spiritualité. La religiosité et la spiritualité, c'est très efficace pour combattre l'anxiété et la dépression. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le contexte peut amener à l'anxiété et à la dépression. C'est ce qu'on a vu avant. Le fait d'être altruiste ou le fait d'être perfectionniste, ça peut amener à la dépression. Le fait d'être dans un contexte type coronavirus, ça peut amener à l'anxiété et à la dépression. Mais de l'autre côté, il y a des contextes qui permettent aussi de sortir de la dépression. Voilà, le fait de voyager, ça peut sortir de la dépression et de l'anxiété. Et l'expérience que la vie est bonne et mérite d'être menée, elle peut être créée au sein d'un contexte thérapeutique, mais elle peut aussi être créée dans un contexte extra-thérapeutique. Alors on arrive vers la fin de cette vidéo, il nous reste donc une chose à voir, c'est les caractéristiques de ce modèle. À quoi il ressemble finalement ce modèle ? Ce modèle contextuel reformulé, il a 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'on est tous différents les uns des autres. On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Ce qui nous a permis de survivre et de vivre même correctement aujourd'hui les uns avec les autres, à peu près correctement, c'est qu'on est spécialisé. Chacun fait un métier différent, chacun a une famille différente, chacun vit de manière assez différente, que ce soit pour se nourrir, que ce soit pour se vêtir, que ce soit les choix de vie, que ce soit les tourismes, etc., etc. Donc on est tous différents, on a tous des visions de la vie différentes, et on donne tous un sens à notre vie qui est différent. Et ça, c'est très important. Quand on demande aux personnes quel est le sens de leur vie, pourquoi ils vivent, en fait, on aura toujours des réponses qui sont un peu semblables, pour rien vous cacher, qui sont, Viktor Frankl disait, il y a 3 types de réponses en fait à ça. La réponse qui est un peu commune, c'est de dire, moi je vis pour mes enfants, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, c'est assez rarement vrai en fait. Quand on creuse un peu la personne, on se rend compte qu'il vit aussi pour d'autres choses. La deuxième possibilité, c'est de vivre pour un projet qui le dépasse. Donc souvent, ça va être pour une association ou ça va être pour construire quelque chose d'important. Et le troisième, c'est pour quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas forcément ses enfants. D'ailleurs, quand on dit qu'on vit pour un projet qui nous dépasse, comme une association, en fait, on vit aussi pour les autres. Et ça, c'est assez intéressant, c'est que quand on demande à quelqu'un quel est le sens de sa vie, il nous donne toujours une réponse qui est quasiment toujours sociale. Ça, c'est intéressant. Mais bon, je digresse, c'est pas le but de cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'on a chacun notre propre sens. Et donc, on a chacun notre propre bien-être qui est lié au sens que l'on donne à notre vie. Et donc, croire que les troubles que l'on a sont liés à une cause unique, c'est pas pensable. Parce que le sens qu'on va donner à notre vie est différent. Si on dit que la dépression est liée au fait de rester chez soi, mais les personnes qui ont décidé de rester chez elles et qui ont du sens pour elles, le fait de rester chez soi a du sens pour elles. Pourquoi elles seraient en dépression ? Non. Donc en fait, les choses sont plus compliquées et ça dépend du sens qu'on donne. En fait, ça dépend de la manière dont on interprète les choses. Donc la première caractéristique,
c'est qu'il faut prendre en compte le sens que chacun donne à sa vie pour soigner ses troubles. Et ce sens que la personne donne à sa vie va être différente, est toujours différente au moment où le trouble apparaît, au moment où le trouble se soigne pendant votre thérapie et après. Et en fait, si vous demandez à quelqu'un pourquoi vous vivez, le faites pas parce que pour l'alliance thérapeutique, c'est pas toujours bien, mais si vous demandez à la première séance à la personne quelle est sa raison de vivre, faut pas faire ça avec un patient dépressif, hein, mais bon, imaginons. Mais si vous lui demandiez et que vous lui demandez à la toute dernière séance, peut-être 6 mois ou 1 an après, quelle est sa raison de vivre, je suis prêt à parier que la raison sera un peu différente. Pas forcément complètement différente, mais sera un peu différente. Parce qu'on évolue, le sens qu'on donne à notre vie évolue, et la manière dont on interprète les choses évolue aussi. Première caractéristique, il faut être attentif au sens que va donner la personne de sa vie et de son trouble, parce que son trouble est lié au retentissement de sa vie, et il faut être attentif à l'évolution que la personne va donner au sens de sa vie et de son trouble. La deuxième caractéristique de ce modèle contextuel reformulé, c'est que le contexte, contrairement à ce qu'on disait au tout début de cette vidéo, le contexte, c'est pas juste le contexte thérapeutique, c'est pas juste ce qui se passe pendant la thérapie. Et là, pour le coup, c'est une limitation de ce que je disais sur Freud. Pour Freud, le contexte, c'était à partir du moment où on commençait la séance jusqu'à partir du moment où on lui payait la séance. Le contexte, ça n'a rien à voir, le contexte est beaucoup plus intégral. Quand on parle du trauma, par exemple, c'est ce que je disais au début, quand on parle du trauma, savoir ce qui s'est passé au moment du trauma, évidemment, c'est une influence sur comment on soigne le trauma. Et ce qui s'est passé au moment du trauma est bien antérieur au moment où on soigne. Donc le contexte doit être pris en sens large, c'est la deuxième caractéristique. De la même façon, ce qui se passe autour de la thérapie est extrêmement importante. Et ça se voit pour tous les cliniciens qui ont travaillé pendant l'été. On voit très bien que les patients qui partent en vacances, quand ils reviennent, ils n'ont pas du tout la même manière d'appréhender la thérapie que ceux qui ne sont pas partis en vacances. Parce que tout ce qui s'est passé pendant les vacances joue sur la thérapie. Et ça fait aussi partie du contexte. Troisième caractéristique, c'est l'interactivité. Si on soigne spécifiquement un trouble, ça va forcément soigner aussi d'autres choses. On n'est pas du tout sur un modèle médical où un médicament correspond à un symptôme. On est sur un modèle de thérapie par la parole où chaque parole va résonner chez la personne indépendamment de s'il est phobique ou anxieux ou etc. Si on dit quelque chose à quelqu'un, ça ne va pas soigner spécifiquement quelque chose qu'il a, ça va lui parler à lui directement. Et donc ça signifie qu'on ne doit pas faire coller les patients au modèle, mais coller les modèles aux patients. Chaque patient est unique et il faut adapter ce que l'on sait au patient et non pas adapter le patient pour qu'il colle à notre modèle. Ça paraît un peu simple ce que je dis, mais c'est très important quand vous commencez en tant que thérapeute de vous dire ça, parce qu'on a tendance quand on commence en tant que thérapeute à dire « Bon alors voilà ce que je sais sur la thérapie, voilà ce qu'il faut faire, je colle par rapport à ce que je sais ». Et malheureusement, ça donne aussi le fait que on va passer des questionnaires alors qu'en fait le patient ne voulait pas passer de questionnaire. On va lui proposer des activités alors qu'en fait il voulait juste discuter, etc., parce que on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas demandé au patient ce qu'il voulait qu'on fasse. Et dernière caractéristique, c'est que les mécanismes spécifiques et contextuels ne sont pas compétitifs. Il n'y a pas d'un côté tout ce qui est spécifique et de l'autre côté tout ce qui est contextuel. On essaye de soigner la personne, on n'essaie pas de soigner spécifiquement sa phobie ou son anxiété, et on n'essaie pas non plus de manière contextuelle de faire en sorte qu'il passe un bon moment. L'objectif, c'est de faire un peu tout. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une bonne alliance, ce qu'on veut, c'est qu'il ait de l'espoir, ce qu'on veut, c'est qu'il se sente bien pendant la séance, ce qu'on veut, c'est qu'il ressorte de la séance en étant mieux que quand il est entré, ça fait partie du code de déontologie, mais ce qu'on veut aussi, c'est s'intéresser à son trouble spécifique et pas juste discuter comme une bonne amie. C'est un peu différent quand même. Et donc c'est complémentaire, ces deux approches. Donc voilà pour les 4 caractéristiques, ce qui nous amène à parler un peu spécifiquement des TCC pour vous parler d'une limitation des TCC qu'il faut prendre en compte. Mais en fait, on ne nous en parle pas trop en cours et pour nous, en fait, on n'y réfléchit pas trop parce que ça paraît logique pour nous, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Dans les TCC, quand on parle d'histoire de la maladie, on nous dit la maladie elle provient de cognitions incorrectes. J'en parlais au début, c'est des associations erronées. Les cognitions ne sont pas bonnes, on va les changer. Mais en fait, ça veut dire que la personne est irrationnelle, la personne pense mal. C'est ça que ça veut dire quand on dit qu'une cognition est erronée, c'est que la personne pense mal.
Donc en fait, on fait une attribution interne. On dit, bah, c'est toi qui penses mal. C'est tes cognitions, t'es responsable de tes cognitions. Dans le modèle contextuel, on reprend cette idée, mais en fait, ce qu'on dit, c'est le contexte qui t'a amené à créer ces cognitions. Ce que je disais au début, on a d'un côté tout ce qui est logique rationnelle, de l'autre côté tout ce qui est émotionnel comportemental, et nos croyances implicites sont en interaction entre les deux. Ce qui t'a amené à ces attributions, c'est ton contexte qui t'a amené à penser ça. Pourquoi tu penses que c'est mieux de ne pas sortir de chez toi ? Eh bien, c'est parce que tu te sens mieux. Et pourquoi tu te sens mieux ? C'est parce que le contexte t'a amené à te sentir mieux. C'est pas toi directement qui a dit « j'ai décidé de rester chez moi parce que c'est mieux pour moi ». Non, tu sens que c'est mieux pour toi parce que le contexte t'y a amené. Le contexte, ça peut être typiquement le coronavirus. Si t'es pas sorti de chez toi à cause du coronavirus, tu te sens mieux chez toi, le moment de ressortir, c'est plus compliqué. Et en fait, ça permet aussi de déresponsabiliser le patient et de l'amener à moins culpabiliser finalement. Et quand on dit ça, on change l'histoire et donc on change la vision qu'a le patient de son propre trouble. Donc on culpabilise moins, donc il se sent mieux. Petite conclusion, on a vu que les modèles thérapeutiques étaient à la fois spécifiques et à la fois contextuels. On a essayé de créer un nouveau modèle qui est reformulé plutôt contextuel mais avec un peu de spécifique dedans. On a vu pourquoi en termes de recherche c'était important. On a vu quelles étaient ses caractéristiques. On a vu à quoi c'était lié, quel était le facteur principal, c'est-à-dire le système 1, les connaissances, les croyances implicites. On a vu que ces croyances implicites c'était sous forme de je me sens et non pas je pense. On a vu que les croyances implicites les plus importantes dans l'anxiété et la dépression c'était je me sens en sécurité, je me sens en danger et je ressens des récompenses ou je ressens des punitions. On a vu les caractéristiques de ce modèle. On a vu que forcément il y avait des personnes qui étaient plus ou moins aptes, plus ou moins prompts à la dépression et à l'anxiété. On a vu aussi qu'il y avait des contextes qui rendaient plus ou moins prompts à l'anxiété et à la dépression et qu'il y avait des contextes qui favorisaient les rémissions spontanées. On a vu l'importance du placebo. On a vu une petite particularité des TCC qui font que il y aurait une manière de présenter le trouble différemment aux patients qui pourrait être un peu plus bénéfique que ce qu'on présente dans le modèle TCC. Et on va finir par dire que Cronbach, qui est un autre chercheur, disait dans les années 50 qu'il n'y aura jamais de meilleure thérapie. En fait, on ne trouvera jamais une thérapie unique qui soit meilleure que les autres. Et il disait que c'est tout simplement que la solution unique n'existait pas parce que le patient unique n'existe pas. Et donc, il n'y a pas de bon psy, il n'y a pas de meilleure thérapie, il n'y a qu'un contexte thérapeutique qui fasse que le patient se sente bien. L'objectif pour le praticien, c'est de faire en sorte que le patient se sente bien. Et en fait, si on retourne sur cette idée de système 1, automatique, non conscient, rapide, en fait, ce système 1, il fonctionne aussi dans la relation thérapeutique. On nous dit dans les cours que l'alliance thérapeutique, c'est ce qui est le plus important pour qu'une thérapie fonctionne. Mais c'est quoi une alliance thérapeutique ? Une alliance thérapeutique, c'est que le patient, quand il va voir le psychologue, très rapidement, il peut vous dire ça va matcher ou pas avec ce psychologue. Et de la même manière, le psychologue peut vous dire très rapidement je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de bien avec ce patient. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce très rapidement on le sent ? En fait, c'est le système 1, quoi. C'est notre système 1 qui nous dit je sens que ça va être bon avec lui ou je sens pas que ça va être bon avec lui. Donc ce système 1, il n'est pas là juste pour l'anxiété et la dépression, il est là tout le temps, il nous accompagne tout le temps. Quand il disait on peut faire des 2+2, oui, c'est aussi le système 1. Et en fait, c'est ça le fait d'avoir un contexte thérapeutique unique. C'est que très rapidement, on va sentir si on va être bien ou pas avec ce psychologue. Est-ce que ça veut dire que tous les psychologues se valent et que finalement, les psychologues sont tous aussi bons les uns que les autres ? Non. Ça veut dire que la connaissance de la théorie par le psychologue n'est pas ce qui est le plus important. C'est important, mais c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que le psychologue s'adapte le mieux, de la manière la meilleure possible au patient. C'est ça le contextuel. Le psychologue va devoir adapter le contexte au patient. Et les meilleurs psychologues sont les psychologues qui sont le plus adaptables au contexte du patient. C'est ça le fait d'être un bon psychologue. Si vous vous demandez c'est quoi être un bon psychologue,
Bah, la réponse, elle est là. Être un bon psychologue, c'est savoir s'adapter correctement au contexte du patient. Et pour ça, on a besoin de connaître la théorie. Pour ça, on a besoin de connaître de la théorie sur la thérapie, on a besoin de connaître la théorie sur le contexte de la thérapie, on a besoin de connaître la théorie sur les spécificités du trouble, mais in fine, connaître tout ça n'est qu'une petite partie qui vous permet d'être adaptable au patient. Et les mauvais psychologues sont des psychologues qui essayent de calquer à la théorie, qui essayent de calquer au contexte, ou alors des thérapeutes qui tout simplement font la même thérapie pour tout le monde indépendamment. Par exemple, les thérapeutes qui vous disent « Parlez-moi de votre problème, ok. Si vous faites que ça pendant toute l'heure pour tous vos patients, vous êtes un mauvais thérapeute. » Et donc ça veut aussi dire que malgré les différences méthodologiques, malgré les différences, disons-le clairement, entre la psychodynamique et les TCC en majorité, ces différences comptent pas vraiment pour beaucoup dans l'efficacité d'une thérapie. Et donc quand on dit que par exemple l'INSERM, etc., dit que les TCC sont meilleurs que la psychodynamique, en fait, déjà, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on met des cases chez des personnes qui n'ont pas vraiment de cases, mais surtout, on ne dit pas à quel point c'est plus important, et à quel point c'est plus important que le contexte. Et là, ce qu'on essaie de dire depuis le début de cette vidéo, c'est que vraiment, le contexte, c'est ce qui est le plus important. L'avantage du modèle contextuel, le dernier avantage du modèle contextuel, c'est qu'il rassemble les psychologues malgré leurs différences méthodologiques. Et enfin, conclusion de la conclusion, le modèle contextuel dit que le thérapeute ne peut pas tout, c'est le contexte qui peut. Et ça, c'est très important pour les thérapeutes qui commencent en psychologie et qui se disent « je dois absolument soigner ce patient ». En fait, tu dois rien. C'est le patient qui doit se soigner. Toi, tu peux l'accompagner, tu peux essayer de faire en sorte que ça se passe bien, mais tu lui dois rien. C'est le contexte que tu dois modifier pour qu'il aille mieux. Ça, par contre, tu dois le faire, mais tu dois pas soigner le patient. Le thérapeute ne peut pas tout, ça on l'a dit dans une autre partie de la vidéo. Le sport, ça fonctionne, les hobbies, ça fonctionne, le tourisme, ça fonctionne, la religiosité, ça fonctionne. Il y a plein de choses qui vont fonctionner, qui vont faire en sorte que le patient va réussir à guérir. Si vous dites à un patient, ce serait bien de faire du sport, ce serait bien de sortir de chez vous, ce serait bien de faire ceci, ce serait bien de faire cela, et qu'il ne le fait pas, quelle obligation avez-vous à le guérir? Aucune. C'est à lui de faire ses efforts. Et donc le plus important dans une thérapie, c'est de donner à des personnes en souffrance la possibilité de faire des décisions qui leur donnent du sens et de modifier leur contexte pour leur permettre d'être plus à l'écoute de leur corps et de leurs émotions.